Bonjour. La deuxième capsule s'intitule « Au cœur de l'écriture de l'enfant ». Lorsque l'enfant écrit, il partira de la gauche pour aller vers la droite dans nos écritures. Par contre, en Orient, on inversera simplement le sens. Partir à gauche représente partir du passé, qui est aussi la mère, pour aller vers le futur, l'avenir, qui est représenté par le père. C'est parfois très difficile de quitter une sécurité, la sécurité de la mère, pour s'avancer vers l'inconnu, vers son destin, et on ne sait pas toujours ce qu'on va y rencontrer. Des fois même, il y en a qui font ce qu'on appelle une régression. Vous voyez le petit personnage qui retourne vers la gauche. Il peut retourner dans les jupes de maman, qu'il soit enfant ou adulte. C'est même d'ailleurs une bonne chose parce que c'est souvent reculer pour mieux sauter. Au plus le triangle est stable, au mieux la personnalité de l'enfant se construit. En effet, si vous avez le triangle rouge, vous imaginez une tempête, il tombera plus facilement que si vous prenez ce triangle-ci, le mauve qui lui aura une base un peu plus solide. La structuration vient du père. L'écriture s'aménage petit à petit et elle évolue beaucoup entre 6 et 12 ans. Les difficultés graphiques propres à la longue construction de l'écriture s'estompent au fur et à mesure de sa croissance pour finir par disparaître progressivement. Nous reprenons le gribouillis de départ. Le gribouillis qui est en fait un tracé libre, c'est un mouvement qui peu à peu se mettra en forme. Lorsque l'enfant sera à l'école primaire, il sera au stade pré-calligraphique, mais bien souvent, on apprend déjà à écrire à l'enfant en maternelle, très tôt en maternelle. Et ce qui est un peu dommage, c'est que on ne repasse plus par l'écriture en capitale, en lettres majuscules, comme vous voudrez, parce que ça, c'est quand même le départ de l'écriture. Quand on voit l'histoire de l'écriture, des écritures anciennes, d'ailleurs les enfants spontanément, ceux qui ont envie d'écrire déjà même à partir de 4 ans, ils vont recopier une lettre imprimée qu'ils auront pris sur par exemple une étiquette, l'étiquette d'une bouteille, peu importe. Ils ne vont pas passer directement à la cursive. Le stage pré-calligraphique devrait commencer donc à l'école primaire. Ensuite, aux environs de 12 ans, 10 ans plutôt, on assiste au stade calligraphique, c'est-à-dire que l'enfant maîtrise l'écriture, il la contrôle. Puis, aux environs de 12 ans, on passe au stade post-calligraphique et c'est un moment où l'enfant va personnaliser son écriture déjà, un peu à la fois. L'écriture d'un jeune enfant n'est pas désorganisée, elle est en voie d'organisation et de construction. Voici l'exemple d'une petite fille qui est en fin de première année d'écriture. Alors son graphisme est bien équilibré dans les 3 zones, les hampes, les jambages et la zone du milieu, ce qui est assez rare à ce moment-là. L'équilibre entre la forme et le mouvement sont très bons aussi. Et si toutes les écritures se présentaient comme ça, on n'aurait plus besoin de graphothérapeute. La deuxième écriture se situe en 4e année primaire. La petite fille a 9 ans et demi. Là, on note déjà un changement et un début de personnalisation. C'est-à-dire que le mouvement est beaucoup plus souple. L'écriture commence à s'étaler. Il y a quand même une contrainte dans l'écriture, mais la forme des lettres se personnalise et surtout les majuscules sortent de la calligraphie enseignée à l'école.
En une bonne année, l'écriture se transforme en même temps que le corps. Une puberté précoce a propulsé la petite fille en jeune fille pubère de 11 ans. Le graphisme décrit ce que peut représenter un tel bouleversement physique et psychologique en si peu de temps, avec le réaménagement pulsionnel et narcissique qu'il implique. Les lignes de l'écriture chutent, c'est ce qui frappe au premier abord. L'état dépressif n'est pas loin. Il peut être induit par le déferlement hormonal qui accompagne cette période. La raideur du tracé évoque de la contrainte et un grand contrôle de soi. La dimension de la zone du milieu, appelée la zone médiane, qui représente l'affectivité, s'est agrandie au détriment des zones extérieures. La ponctuation en forme de petits ronds confirme l'empreinte narcissique, processus naturel de cette période qui porte à s'aimer, avec la crainte bien souvent de ne pas être aimé en retour. L'étalement de l'écriture précédente a fait place à un rétrécissement, signe de repli sur soi. La raideur et les arcades des M, des petits ponts, tous ces signes sont un carcan protecteur face aux diverses tentations propres à cette époque de la vie. La crise passagère que l'on retrouve à la puberté mérite d'être prise très sérieusement en considération. Quand on veut évaluer l'âge graphomoteur d'un enfant, on compare son écriture à celle des autres enfants de la même tranche d'âge ou de la même classe. Différents tests graphométriques ont été prévus à cet effet. Ils ne feront pas l'objet ici de la présentation aujourd'hui. Pour ma part, je préfère privilégier l'écriture et les dessins afin d'obtenir une vision d'ensemble des traits de personnalité de l'enfant. Ce petit garçon est trop jeune pour passer ce genre de test. Il en est encore au stade du gribouillis et d'après la tenue de son instrument, il n'est pas du tout prêt pour l'écriture. L'écriture a été classée en 7 différents genres. Parmi les genres, nous trouvons la vitesse, qui passe de lent à rapide. Il y a aussi le mouvement. Le mouvement est un facteur pulsionnel. Généralement, les garçons ont plus une dominante de mouvement que chez les filles. Nous avons ici l'exemple d'un mouvement qui est un peu plus rapide quand même. Il est lisible. Il y a des fautes d'orthographe parce que ce n'est pas la langue maternelle du petit garçon, mais ça reste quand même lisible. Cette écriture a une vitesse beaucoup plus lente. Elle présente une dominante de forme. Elle fait penser à un brise-glace qui essaie d'avancer au milieu des icebergs. C'est une écriture qui est bloquée. Donc c'est vraiment une difficulté au niveau psychique. Le rythme fait partie du dynamisme ou du blocage aussi dans l'écriture, mais là ça devient un peu plus complexe. Par contre, les ruptures de rythme se voient principalement chez les enfants qui présentent une dysgraphie et une dyspraxie. La forme, par contre, est un facteur rationnel. Il y a une majorité de filles qui écrivent avec une dominante de forme. Souvent, on compare la forme au mouvement. Donc la forme peut être aussi vue comme le cheval et la forme comme le cavalier. Donc le cheval ne doit pas pouvoir faire tout ce qu'il veut non plus et le cavalier doit pouvoir contrôler son cheval, mais quand même pas trop non plus pour ne pas être trop rigide. Il y a différentes sortes de mouvements, il y en a même beaucoup, et il y a aussi différentes sortes de formes. Alors ici j'ai pris l'exemple des 3 formes de base. Donc chez les enfants, il y a la forme en arcade, ça c'est celle qu'on apprend en calligraphie. Vous avez l'angle aussi, qui est beaucoup plus présent chez les garçons en général. Et puis vous avez le mouvement filiforme qui apparaît à l'adolescence, rarement avant. La continuité. La continuité, c'est une grande difficulté en
dysgraphie et en dyspraxie surtout, parce qu'elle empêche la continuité et l'automatisation surtout du geste. Donc là, vous avez des arrêts, des hésitations, parfois entre chaque lettre. La pression, qui lui désigne le potentiel physique ou psychique. Alors vous avez ça va de la pression légère à la pression moyenne, à la pression beaucoup plus forte. Tout ça veut dire évidemment beaucoup de choses. Il faut voir toujours toutes ces composantes les unes par rapport aux autres. La dimension chez l'enfant a souvent trait à l'affectivité et à l'imagination. Donc ici, c'est une écriture avec beaucoup d'imagination, il y a une grande demande affective. C'est un jeune enfant. Et cette écriture-là, c'est un enfant du même âge, mais là, on note vraiment une répression au niveau des sentiments. C'est beaucoup trop petit, c'est trop contraint, c'est une écriture qui ne respire pas. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'imagination, mais en tout cas, il y a une souffrance affective. Et puis la direction, c'est entre autres l'inclinaison. Bon, elle peut être droite, généralement c'est ce qu'on apprend à l'école maintenant, ou elle peut être inclinée, ou alors renversée. Il y aura toujours des significations par rapport à tout ça. Et la direction, c'est aussi l'écriture en miroir. Il y a tout un chapitre dans le livre aussi relatif à l'écriture en miroir. Et nous terminons par l'ordonnance, qui est donc la répartition des masses graphiques sur la page. Ici, c'est un enfant qui a des troubles 10 associés, j'allais dire en tout genre, mais bon. Et lui, par contre, il a une très belle ordonnance parce qu'il a besoin de mettre bien tout ça en ordre dans sa tête et c'est un enfant intelligent, il y a beaucoup de soucis. La deuxième écriture appartient à un très bon élève. Lui, il se fait beaucoup moins de soucis. Bon, c'est un peu va comme je te pousse. Il n'a pas de soucis du menu détail, mais il va très bien. Chaque enfant évolue à son rythme dans une structure familiale et sociale plus ou moins différente. Cependant, tous les enfants n'évoluent pas de la même façon. Si l'enfant n'a pas atteint la maturité au niveau intellectuel, sensoriel, affectif et moteur, il risque d'avoir rencontré des troubles 10 ou des difficultés d'apprentissage. La maturité intellectuelle implique que l'enfant soit capable d'abstraction, de décoder un langage symbolique, des lettres en l'occurrence, et d'être motivé. La maturité sensorielle implique une bonne discrimination visuelle et auditive, donc pouvoir bien distinguer les mots et les sons. La maturité affective et psychosociale requiert de ne pas être trop perturbé par des problèmes d'ordre émotionnel ou autres, et de pouvoir bien s'intégrer aussi dans un groupe. La maturité motrice, enfin, avoir une bonne maturité neuromotrice, psychomotrice et sensorimotrice, car tout le corps participe à la construction de l'écriture. Et enfin, au niveau de sa motricité fine, avoir une bonne coordination cerveau-main, parce que ça c'est évidemment essentiel pour l'apprentissage de l'écriture. L'enfant doit être à même de se mouvoir, d'avoir conscience de son corps et de sa latéralité. La dominance latérale va permettre à l'enfant d'opter pour le choix d'une main ou de l'autre. Le choix de la main est important car il est directement relié à celui de l'hémisphère opposé. Donc si on est droitier, il est relié à l'hémisphère gauche, le gaucher sera relié à l'hémisphère droit. Cependant, on peut très bien être droitier de la main et avoir une dominance hémisphérique à droite. Le chemin de l'écriture à ce moment-là sera plus long. Alors, sur la photo, si j'ai bien compté, il y a 7 enfants et sur les 7, il y en a un qui est gaucher. Donc c'est de l'ordre d'une quinzaine de pourcentages et ça correspond en fait à la réalité.
c'est le hasard. Le petit tout en haut, le petit enfant tout à fait en haut à gauche. Il faudra également choisir entre une paire de membres ou d'organes qui ne se limitent pas à la main. En effet, nous avons 2 yeux, 2 oreilles, 2 pieds. Tous présenteront une dominante, que ce soit à droite ou à gauche, et reliée toujours à l'hémisphère opposé. Par exemple, si vous êtes droitier du pied pour shooter, vous allez toujours shooter du même côté. Quand par exemple vous montez un escalier, vous allez aborder la première marche avec votre pied droit, mais ce n'est pas pour ça que le gauche ne va pas déjà enclencher le mécanisme pour poser le pied sur la deuxième marche. Ça veut dire que de toute façon, les hémisphères travaillent toujours en coopération. Ça, c'est très important. Le cerveau est bilatéral. Il se compose de 2 hémisphères qui communiquent entre eux par le corps calleux, qui est un pont de fibres nerveuses et qui permet le passage des informations d'un hémisphère à l'autre. Chaque hémisphère a des spécificités qui lui sont propres. Et bien que fonctionnant en interrelation constante, un sera toujours dominant sur l'autre. Ce sera celui qui nous correspond le mieux et avec lequel nous préférons apprendre. Le visage de la petite indienne est dessiné en symétrie parfaite, ce qui n'est pas le cas dans la réalité où le côté gauche est différent du côté droit. C'est la différence entre le virtuel et le réel. La symétrie, en un mot, est ce qui nous rend uniques. Voici l'exemple d'un enfant relaté par Paul Denison. Enfant qui se retrouve en situation de stress ou qui n'est pas prêt pour un nouvel apprentissage. Cet enfant n'utilise pas ses 2 hémisphères cérébraux ensemble et passe de l'un à l'autre. Une raison liée au schéma de dominance cérébrale. Par exemple, si l'enfant est droitier de la main, donc relié à l'hémisphère gauche, et présente une dominance oculaire gauche, reliée à l'œil droit, le gauche balayera de droite à gauche, tandis que la main va de gauche à droite. Il peut y avoir court-circuit au niveau des hémisphères et les lettres seront inversées. Une raison cognitive face à un nouvel apprentissage. Si l'enfant est dominant hémisphère droit, donc il pense en images, et s'il est stressé, plutôt que de décoder chaque lettre l'une après l'autre, il peut bloquer le passage entre les 2 hémisphères et inverser le sens du mot sac. Et enfin, une raison affective. Si l'enfant, par exemple, s'est disputé avec son meilleur copain lors de la récré, il peut rester bloqué dans l'hémisphère droit, l'hémisphère émotionnel, et se couper de son hémisphère gauche. Dans les 3 situations, les 2 cerveaux ne travaillent plus ensemble mais séparément, car les infos ne passent plus par la ligne médiane qui les relie. La latéralité est acquise vers l'âge de 8 ans. C'est pour ça qu'il est important de respecter le temps de maturation de l'enfant. Voici un exemple d'écriture. C'est un enfant de 5 ans qui en plus a des difficultés langagières et la plupart de ses lettres sont écrites en miroir. Des miroirs renversés, il y a des lettres renversées aussi, ce qui est quand même plus rare. Bernard n'a pas encore assimilé les prérequis nécessaires à l'apprentissage de l'écriture, ni d'un point de vue maturité, ni d'un point de vue de la latéralité, ni non plus du point de vue du schéma corporel. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à vous rendre sur mon site web, dont le lien figure en description de cette capsule. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos jeunes pousses.